À première vue, cette maison pourrait sembler n'être qu'un vieil immeuble abandonné. Mais croyez-moi, plus nous plongerons dans l'affaire d'aujourd'hui, plus vous réaliserez que cette maison, avec ses tas d'ordures éparpillées, fut le théâtre de certains des meurtres les plus monstrueux, survenus en 1987. Bien que l'affaire soit officiellement restée irrésolue, nombreux sont ceux, y compris les forces de l'ordre, qui ont leurs soupçons sur l'identité du véritable coupable. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette affaire demeure l'un des mystères les plus sombres de la ville, restez avec nous jusqu'à la fin. La vérité pourrait bien vous choquer et vous laisser remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Pour commencer, parlons de la famille qui vivait dans cette maison. La famille Kunz. C'étaient des gens calmes, repliés sur eux-mêmes, pratiquement inconnus du monde extérieur. Malgré leur vie dans une ville de moins de 1000 habitants, la famille s'était toujours tenue à l'écart. Mais personne ne se doutait que la petite ville paisible d'Athens, Wisconsin, allait bientôt être bouleversée par une tragédie que nul n'aurait pu prévoir. Non seulement le meurtre brutal de la famille Kunz allait choquer la ville, mais il allait aussi révéler des détails incroyablement étranges et troublants qui entraient les gens pendant des années. Comme mentionné plus tôt, la famille Kunz menait une vie d'isolement et de lutte dans une ferme délabrée, loin de l'agitation de la ville la plus proche. Ils vivaient sur un terrain à Athens, 108 acres pour être précis, à environ 6 miles de la ville elle-même. Leur maison, bien que isolée, était loin d'être un havre douillet. Elle tombait en ruine, tout comme leur vie. La famille était composée de plusieurs membres. Helen, âgée de 70 ans, Clarence, 76 ans, Irène, 81 ans, Marie, 72 ans, Randy, 30 ans, et Kenneth, 55 ans. Helen, Clarence, Irène et Marie étaient frères et sœurs, tandis que Randy et Kenneth étaient les enfants d'Helen. Cette famille n'avait que peu de contact avec le monde extérieur. Ils restaient entre eux, gardant leur monde petit et soudé. En fait, Kenneth était le seul à s'aventurer hors du cercle familial. Il travaillait à l'usine de fromage Kraft Inc. comme pasteuriseur de lait, un emploi qu'il occupait depuis 35 ans. Il était le seul à avoir des contacts réguliers avec des gens extérieurs à la maison. Tous les autres restaient pratiquement isolés, sans amis ni connaissances. Malgré leur mode de vie reclus, il y avait une certaine normalité dans leur quotidien, jusqu'à ce jour fatidique. Le matin du 5 juillet 1987, Kenneth rentra chez lui après son travail, s'attendant à la matinée calme habituelle avec sa famille. Mais ce qu'il trouva allait le laisser, lui et toute la ville d'Athens, sous le choc. En entrant dans la maison, Kenneth découvrit toute sa famille morte, brutalement assassinée chez elle. Sa tante Marie gisait sans vie dans l'embrasure de la porte d'entrée, comme si elle avait tenté de s'échapper, mais n'y était pas parvenue. Randy, son cousin, fut retrouvé sur le sol de la cuisine, son corps portant des marques évidentes d'une lutte violente. Irène, une autre tante, était affaissée sur une chaise, immobile. Et Clarence, le patriarche âgé de la famille, fut trouvé dans son lit, comme s'il avait été surpris dans son sommeil. Les meurtriers n'avaient ne montré aucune pitié. Chacun d'eux avait été abattu d'une balle dans la tête, à la manière d'une exécution, avec une arme de calibre, 8 douilles usagées et plusieurs balles tirées jonchaient la mémoire de la maison, confirmant l'efficacité brutale des tueurs. Mais autre chose frappa les enquêteurs comme étrange. Près du jardin sur la propriété, ils trouvèrent des empreintes de pneus qui n'appartenaient à aucun véhicule connu de la famille. Et peut-être la découverte la plus glaçante de toutes fut l'absence d'Helen, la mère de Kenneth. Elle était introuvable. Avait-elle été enlevée? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Lorsque les autorités arrivèrent et commencèrent leur enquête, elles ne purent ni s'empêcher de remarquer les conditions de vie loin d'être idéales de la famille Kunz. La maison
qui avait connu de meilleurs jours, avait désespérément besoin de réparation. Il n'y avait pas d'eau courante, et la famille manquait de nombreux conforts modernes, que la plupart des gens tenaient pour acquis. Les seuls objets de divertissement qu'ils possédaient étaient une télévision et un magnétoscope. Leur principal moyen de chauffage et de cuisine provenait d'un poêle à bois, qui était au centre de leur vie quotidienne. Mais ce qui frappa encore plus les enquêteurs, c'était l'état de la maison. Elle était sale, avec des ordures éparpillées dans tous les coins, ressemblant étrangement à la maison d'un accumulateur compulsif. Mais cela ne s'arrêtait pas là. En poursuivant leurs fouilles, les enquêteurs tombèrent sur quelque chose d'encore plus bizarre. Un nombre impressionnant de vidéos et magazines pour adultes éparpillés dans toute la maison. Cela semblait déplacé, surtout dans une maison aussi désorganisée. Mais ce qui attira le plus l'attention des autorités n'était pas l'état de la maison, c'était l'argent qu'ils trouvèrent. En évidence, environ 20 000 $ en liquide traînaient dans la maison, apparemment abandonnée. La question sur toutes les lèvres était claire. Qui étaient vraiment les Kunz? Et pourquoi tant d'argent était-il simplement laissé à l'abandon? Plus les enquêteurs creusaient, plus ils découvraient le passé troublé de la famille Kunz. Leur histoire semblait marquée par la violence et la tragédie. Tout commença avec leurs parents, Anna et Ignaz, en 1905. À cette époque, ils vivaient avec la mère d'Ignaz, Mary. Un jour, Anna rentra chez elle pour faire une découverte horrifique. Son frère, Wendell, avait brutalement assassiné leur mère à coups de matraque dans son lit. Wendell fut rapidement envoyé dans un établissement psychiatrique, mais ce n'était pas la fin de l'histoire sombre de la famille. Il s'avéra que Wendell n'était pas le seul à avoir des problèmes de santé mentale. Ignatz avait un autre frère qui avait déjà été interné dans un établissement psychiatrique bien avant le meurtre. Les troubles mentaux semblaient être un problème récurrent dans la famille, avec une histoire de violence et d'instabilité qui remontait à plusieurs générations. Au fur et à mesure de l'enquête, tous les regards se tournèrent d'abord vers Kenneth, puisqu'il était celui qui avait découvert les corps. Mais Kenneth fut rapidement mis hors de cause, grâce à un alibi solide. Malgré son faible QI et sa nature timide, Kenneth expliqua de son mieux à la police ce qui s'était passé, bien qu'il peinât à donner un sens à la scène horrifique. L'enquête révéla également un autre détail étrange. Le 4 juillet 1987, un membre de la famille nommé Germaine Petcher, qui ne vivait pas avec les Kunz, était venu leur rendre visite pour un pique-nique. Quel était le lien entre cette visite et les meurtres? S'agissait-il simplement d'une réunion familiale? Ou Germaine savait-elle quelque chose que la police devait entendre? Kenneth raconta à la police qu'il était resté avec sa famille jusqu'à environ 20 heures ce soir tragique. Après avoir passé du temps avec eux, il décida de sortir travailler dans le jardin. Il y resta jusqu'à environ 22 heures, labourant le sol, tranquillement, pendant que le reste de la maison se préparait pour la nuit. Lorsqu'il eut fini, au lieu de rentrer, Kenneth dit qu'il choisit de se rendre à son lieu de travail, à environ 3 miles de là, pour laver sa voiture. Apparemment, c'était quelque chose qu'il faisait souvent. Après avoir nettoyé sa voiture, Kenneth déclara qu'il s'était arrêté pour acheter des feux d'artifice quelque part entre l'usine et un bar à proximité, où il décida ensuite de passer un moment. Plutôt que de rentrer directement chez lui, il choisit de dormir dans sa voiture pour la nuit. Selon sa déclaration, il rentra chez lui vers 5 heures du matin le lendemain pour découvrir un cauchemar. Le shérif chargé de l'affaire estima que les meurtres avaient probablement eu lieu entre 22h30 et 23h cette nuit-là, bien qu'il n'ait pas encore reçu l'heure officielle du décès du coroner. Un détail étrange était que la voiture de Randy avait été retrouvée garée près du jardin, un endroit inhabituel, selon Kenneth, car Randy ne s'y garait jamais.
Les enquêteurs notèrent également que les mystérieuses empreintes de pneus trouvées près du jardin ne correspondaient pas du tout à la voiture de Kenneth. Avec peu d'indices à suivre et la maison offrant plus de confusion que de réponses, la police se concentra sur le mystère le plus évident. Helen, le membre de la famille, portée disparue. À ce stade, personne ne savait si elle avait été enlevée, s'était échappée ou était d'une manière ou d'une autre impliquée. Kenneth insista sur le fait que sa mère ne partirait jamais seule. Elle n'aimait pas aller en ville seule, et en fait, c'était toujours Randy qui la conduisait lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Il attendait dans la voiture pendant qu'elle faisait ses courses. Germaine, la sœur d'Helen, déclara aux autorités qu'Helen n'avait pas agi différemment le jour du pique-nique. Elle n'était ni nerveuse ni suspecte. Si Helen avait planifié quelque chose, Germaine pensait qu'elle aurait montré au moins un soupçon d'anxiété. Mais il n'y avait rien. Pourtant, l'hypothèse qu'Helen pourrait avoir un lien avec les meurtres commença à prendre de l'ampleur, surtout après qu'un couple, Gail et David Weiler, se manifesta avec une information étrange. Ils possédèrent le magasin de quincaillerie Weiler en ville, et environ 3 semaines avant les meurtres, Helen était venue commander un grille-pain. Pendant qu'elle était là, elle acheta également une boîte de balles de calibre .22. Selon Gail, Helen était habituellement une femme gentille et douce. Mais ce jour-là, elle était différente. Elle semblait en colère, voire amère. Elle commença à se plaindre de sa famille, disant qu'ils ne faisaient que rester assis toute la journée à regarder des films cochons ensemble. Gail se souvenait qu'Helen serrait les dents en parlant, son ton rempli de frustration. Helen affirma qu'elle achetait les balles pour Randy, apparemment pour s'occuper de quelques merles qui les dérangeaient sur la propriété. À l'époque, Gail n'y pensa pas trop. Bien sûr, l'interaction était un peu étrange, mais rien qui ne criait le danger. Ce n'est qu'après la nouvelle des meurtres macabres que Gail contacta la police et leur raconta tout. La police finit par trouver un fusil dans la maison correspondant au calibre des balles qu'Helen avait achetées. Mais curieusement, le canon était rempli de toiles d'araignée, suggérant qu'il n'avait pas été utilisé depuis un certain temps. Même avec tant de questions sans réponse et l'incertitude quant à savoir si Helen était une victime ou le cerveau derrière tout cela, la communauté locale garda espoir. Ils travaillèrent ensemble pour former des équipes de recherche, créèrent des t-shirts et des badges avec le nom et le visage d'Helen et se mobilisèrent pour la retrouver. Cet espoir, cependant, se transforma en chagrin. 9 mois après les meurtres, le corps d'Helen fut découvert à environ 19 miles de la maison familiale. Ses restes furent retrouvés dans un ruisseau gelé, et, comme les autres, elle avait été abattue d'une balle dans la tête. Cette découverte souleva une vague de nouvelles questions qui laissèrent les enquêteurs et toute la ville aux prises avec un mystère encore plus sombre qu'auparavant. Et la plus grande question était glaçante. Helen avait-elle été retenue captive pendant des mois avant d'être tuée en représailles? Et si oui, par qui et pourquoi? Il y avait toujours eu des rumeurs étranges et troublantes autour de la famille Coons. Les gens chuchotaient que la famille n'était pas seulement inhabituellement proche, mais qu'elle pourrait avoir été impliquée dans des relations inappropriées et romantiques au sein de leur propre lignée. Ces rumeurs suivaient la famille comme une ombre depuis des décennies, remontant jusqu'en 1933, lorsque Helen, alors âgée de 15 ans, tomba enceinte de son premier enfant, Kenneth. Helen avait affirmé à l'époque qu'elle avait été agressée par un fermier voisin nommé Frank Gums. Frank fut finalement condamné et envoyé en prison, mais tout le monde ne la crut pas. Les murmures en ville racontaient une autre histoire, une qui pointait du doigt non pas un étranger, mais le propre frère d'Helen, Clarence. Le lien entre Helen et Clarence était inhabituellement fort, et beaucoup pensaient même que Clarence
était en réalité le père biologique de Kenneth. Cette suspicion ne se limitait pas au ragot de la ville. Kenneth lui-même admit qu'on lui avait dit plus d'une fois que Clarence était son vrai père. Les questions ne s'arrêtaient pas là. Kenneth dit également qu'il soupçonnait que Clarence pourrait être le père de Randy aussi, puisque le certificat de naissance de Randy ne mentionnait aucun père. Mais en fin de compte, Kenneth confessa qu'il ne savait vraiment pas qui était le père de lui ou de son frère, et cette incertitude ne faisait qu'alimenter davantage les théories déjà bizarres et troublantes. Comme si cela n'était pas assez troublant, il fut également rapporté qu'Ellen et Randy, son fils, partageaient un lit dans la même chambre. Pendant ce temps, Clarence, Irène et Marie dormaient dans le salon. L'idée qu'Ellen dormait si près de son fils adulte, tandis que le reste de la famille était séparé, souleva encore plus de soupçons et fit croître les murmures en ville. Beaucoup avaient depuis longtemps rejeté les affirmations initiales d'Ellen concernant une agression. Les enquêteurs se demandaient si son meurtre éventuel pourrait être le résultat d'années de mépris, d'isolement et de rage accumulée. Peut-être même une punition finale de la part de quelqu'un qui la voyait comme la cause de la honte et du scandale. Mais mettez-vous à la place des enquêteurs de l'époque. Si vous étiez l'un des policiers travaillant sur cette affaire bizarre et troublante, croiriez-vous vraiment qu'Ellen, une femme sans casier judiciaire et avec un passé tragique, aurait pu orchestrer le meurtre de sang-froid de toute sa famille? J'aimerais sincèrement savoir ce que vous en pensez. Mais les théories ne s'arrêtaient pas aux dynamiques de compliquées de la famille. Une autre piste possible émergea, celle des drogues. À l'époque, la région luttait contre un sérieux problème de drogue, et Randy devint bientôt suspect. Au cours des enquêtes ultérieures, un témoin se manifesta et admit avoir acheté de la drogue à Randy. Cette révélation ouvrit la porte à une autre possibilité terrifiante, que le massacre entier pourrait être le résultat d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné. Le corps de Randy montrait des signes d'agression physique, suggérant que ce qui lui était arrivé pourrait avoir impliqué une lutte. Malgré le mode de vie reclus de la famille Kunz, la police parvint à identifier quelqu'un en dehors de la famille qui avait interagi avec eux par le passé, un fermier de 21 ans nommé Chris Jacobs III. Sa seule connexion connue avec la famille Kunz était qu'il avait acheté une voiture d'eux. Au milieu, Jacobs avait une réputation en ville d'être un fauteur de troubles et un voleur. Puisque les membres survivants de la famille avaient été écartés comme suspects, et que Jacobs était l'une des rares personnes à avoir eu un contact avec eux, la police commença à se concentrer sur lui. Même si la seule preuve physique reliant Chris à la scène était une empreinte de pneu correspondant à sa voiture, les enquêteurs continuèrent d'avancer. Il n'y avait pas de preuves médico-légales valables, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN, pas de témoins le plaçant sur les lieux au moment des meurtres. Et pourtant, malgré le manque de preuves solides, les autorités l'inculpèrent de 5 chefs d'accusation de meurtre. Son procès commença le 28 octobre 1989, mais malgré les accusations choquantes, l'affaire commença rapidement à s'effondrer. Il n'y avait tout simplement pas assez de preuves pour le condamner. L'ensemble de l'affaire reposait sur des détails circonstanciels. Et sans rien de concret reliant Jacobs à la scène du crime, il fut acquitté de tous les 5 chefs d'accusation. Pendant un temps, il sembla que c'était la fin de l'histoire. Une autre affaire, non résolue, glissant dans le silence. Mais 4 ans plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Juste avant l'expiration du délai de prescription, Jacobs fut à nouveau inculpé, cette fois non pour meurtre, mais pour l'enlèvement et la séquestration d'Ellen. Jacobs se défendit vigoureusement, arguant que ces nouvelles accusations violaient ses protections constitutionnelles contre la double incrimination, qui empêche une personne d'être jugée 2 fois pour le même crime. Il tenta même de porter son affaire devant la Cour suprême, mais celle-ci refusa de l'entendre.
Son deuxième procès commença le 8 juin 1998 et dura 2 semaines tendues. Cette fois, les procureurs soutinrent que Jacobs avait tué toute la famille Coons, enlevé Helen, l'avait retenue captive pendant des mois, puis l'avait assassinée aussi. Mais leur affaire entière reposait sur une personne, l'ex-petite amie de Jacobs, Stacey Weiss, qui se manifesta avec des informations en juin 1993. Selon Stacey Weiss, Chris Jacobs avait fait une confession glaçante, bien avant que des accusations ne soient portées. Elle raconta aux enquêteurs que cela s'était produit lors de ce qui semblait être un trajet normal en rentrant d'une soirée de ligue de billard. Sans crier gare, Jacobs lui demanda ce qu'elle ressentirait s'il s'avérait être la personne responsable des meurtres macabres de la famille Coons. Avant qu'elle ne puisse même assimiler la question, Jacobs aurait confessé, calmement et sans remords, disant qu'il voulait prouver à lui-même qu'il était un homme. C'était sa raison, son mobile, juste pour ressentir quelque chose, pour se prouver quelque chose, peu importe à quel point c'était monstrueux. Weiss raconta que Jacobs lui avait dit qu'il s'était rendu à la maison de la famille Coons le 4 juillet, lorsque Randy ouvrit la porte et le laissa entrer. Une dispute éclata entre eux. On ne sait pas ce qui l'a déclenchée. Mais elle dégénéra au point où Jacobs sortit une arme et tira sur Randy. Puis, selon Weiss, il décida d'éliminer toute personne qui pourrait le relier au crime, mettant fin à la vie de tous les autres dans la maison. Mais Helen, pour des raisons qu'il n'expliqua jamais complètement, ne fut pas tuée sur le coup. Au lieu de cela, il l'attacha et la conduisit dans un marais, où il se débarrassa finalement d'elle. Les détails étaient horrifiants, mais étrangement spécifiques, surtout pour quelqu'un qui essaierait de mentir. Plus alarmant encore était l'affirmation de Weiss, selon laquelle Jacobs avait également raconté cette même histoire au procureur. Apparemment, le procureur nota la confession de Jacobs, lui fit signer et la scella dans une enveloppe. Que cette enveloppe existe encore, ou ait jamais existé, est un autre mystère dans cette histoire déjà tordue. Naturellement, la défense s'attaqua à la crédibilité de Weiss. Ils la dépeignirent comme quelqu'un ayant un agenda personnel, soulignant son propre passé criminel, y compris des accusations de vol en cours dans un autre État. Ils soutinrent qu'elle ne s'était manifestée que pour obtenir un meilleur accord. Et, pour être juste, elle reçut effectivement un accord de plaidoyer en échange de son témoignage. Mais le ministère public maintint que, quel que soit son passé, son récit correspondait à des éléments clés de preuve et comblait des lacunes que les enquêteurs n'avaient pas pu résoudre pendant des années. Lorsque son histoire fut combinée aux preuves circonstancielles déjà existantes, cela suffit pour qu'un jury condamne. Après seulement 4 heures de délibération, Chris Jacobs fut reconnu coupable, non pas de meurtre, mais de l'enlèvement et de la séquestration d'Helen Coons. Ce n'étaient peut-être pas les 5 accusations de meurtre initiales auxquelles il avait fait face, mais c'était tout de même une victoire significative pour l'accusation. Jacobs fut condamné à 31 ans de prison, avec une date de libération obligatoire, fixée au 8 février 2020. Il fut également ordonné de rester sous supervision prolongée jusqu'en 2029. Cependant, lorsque le moment de sa libération arriva, Jacobs refusa de coopérer avec les conditions de sa liberté conditionnelle. Il ne signa aucun document ni ne se présenta à un agent de probation. Pourquoi? Parce que, selon lui, le faire équivaudrait à admettre sa culpabilité. Et il n'était pas prêt à confesser quelque chose qu'il prétendait ne pas avoir fait. En conséquence, Jacobs choisit de rester derrière les barreaux, purgeant le reste de sa peine. Il continue de clamer son innocence à ce jour. Malgré sa condamnation, l'affaire est toujours officiellement classée comme irrésolue. Personne n'a été définitivement lié au meurtre de la famille Coons,
et aucune preuve définitive n'a jamais émergé. Pourtant, les habitants d'Athens, Wisconsin, restent fermement convaincus que Jacobs est responsable. L'histoire de la famille Kunz perdure dans la légende locale, un conte bizarre et tragique, marqué par des rumeurs d'inceste, de réclusion et de traumatisme générationnel. En fait, le journaliste Crocker Stevenson a écrit un livre entier sur l'affaire, intitulé « Blood Relative, Portraits of a Mass Murder », qui plonge dans l'histoire de la famille et explore la lignée étrange qui les entourait. Mais même ce livre n'a pas pu démêler toutes les rumeurs étranges qui collaient au nom des Kunz. Ce qui rendit cette affaire encore plus surréaliste était la manière dont les meurtres eux-mêmes semblaient relégués au second plan, face aux spéculations sur le mode de vie de la famille. Beaucoup étaient la plus préoccupés par la question de savoir si le frère d'Helen, Clarence, avait ou non engendré son enfant Kenneth, et peut-être même Randy, que par l'identité du véritable meurtrier. Malgré des années de ragots, personne n'a jamais confirmé ni infirmé ces rumeurs. Il n'y a aucun registre de test ADN, et Kenneth est décédé en 2001, réduisant encore les chances que la vérité éclate un jour. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste est une affaire non résolue, qui continue de diviser une ville, un homme qui reste en prison en clamant son innocence, et une famille dont l'héritage est à jamais marqué par des chuchotements, des questions sans réponse et une perte impensable. Mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Chris Jacobs était le vrai tueur, ou n'était-il qu'un bouc émissaire pratique dans une affaire remplie de ténèbres et de secrets? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, assurez-vous de regarder la prochaine vidéo. Je pense qu'elle vous plaira. Merci encore d'avoir regardé.